Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce sont bien des destins de souverains que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous parle d'un souverain fondateur de la France moderne. Bonjour à tous. Mon invité d'aujourd'hui est l'auteur d'un ouvrage remarquable qui s'intitule Louis XI ou le joueur inquiet. Disons-le, il s'agit peut-être de la meilleure biographie de ce grand personnage depuis celle de Pierre Champion il y a 3 générations. Ce livre fait la lumière sur un de nos plus ténébreux monarques. Il est vrai qu'on se pose tellement de questions sur la personnalité complexe, protéiforme de ce roi souvent caricaturé, mais finalement assez mal compris. Eh bien, je forme le vœu qu'avant 14h, vous puissiez déjà y voir plus clair. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La France a mis pas loin de 1000 ans à se construire. Ce fut un long, un difficile processus vers l'unité, pour ce qui est de l'intérieur, et vers l'autonomie à l'extérieur. Or, dans ce processus, après Philippe Auguste et Philippe le Bel, avant François Ier, Richelieu, Napoléon, on peut dire que Louis XI a joué un rôle déterminant. Comme Saint-Louis avant lui, comme Louis XIV par la suite, Louis XI a considéré la royauté comme un métier à part entière, un métier à temps plein qu'il a tenté d'exercer avec le plus d'efficacité possible. Alors est-ce que Louis XI est le dernier des souverains du Moyen-Âge ? Peut-être. Est-ce qu'il est le premier des souverains modernes ? Sans doute. En tout cas, il a été un prince très singulier à une époque passionnante et à une époque charnière de notre histoire. Ce qui caractérisait de l'aveu unanime Louis XI, c'était sa laideur physique. Vous savez, il avait ce nez très allongé, il suffit de voir un certain nombre de ses portraits, nez épais au bout, nous dit Comines, ses yeux obliques, énormes, enfoncés, et puis cette calvitie marquée par les calottes de feutre qu'il portait en permanence, et puis par ces fameux chapeaux de bièvre, chapeaux de castor si vous voulez, sur lesquels figuraient les pièces et les médailles que l'imagerie populaire a véhiculées. Donc, une certaine disgrâce physique, mais aussi une noirceur morale. Qui n'a entendu parler des fameuses fillettes, vous savez, de ces cages dans lesquelles Louis XI était censé enfermer ses prisonniers d'État? On pense toujours au cardinal Labalue. On va voir dans un instant ce qu'il faut penser des fillettes en particulier, et puis plus généralement de tous les procédés retors de Louis XI et des châtiments raffinés qu'il aimait réserver à ses ennemis. Casimir de Lavigne écrivait au XIXe siècle, on parlait de Louis XI, captif sous les barreaux dont il charge ses tours, il dispute à la mort un reste de vieux jours. On a l'impression de voir les dessins à l'encre noire de Victor Hugo sur un Moyen-Âge considéré comme plus qu'obscur à l'époque. Évidemment, l'historiographie moderne nous a appris à rouvrir un œil neuf sur le personnage, sur le cadre, sur l'époque. Le château de Plessis-les-Tours, donc près de Tours, où vivait à la fin de sa vie Louis XI, n'a rien de la forteresse sombre et maussade qu'on nous a décrite. C'était en fait un petit château de pierre et de briques avec des fenêtres des croisées assez larges, de grandes cheminées, et puis tout autour, un très beau jardin avec des carrés de fleurs, avec des volières. C'est que le roi adorait les oiseaux, avec un chenil. Tout ça était beaucoup plus agréable à vivre, évidemment. Qu'en est-il, ça on va essayer de le cerner en compagnie de mon invité, en compagnie d'Amable Sablon du Corail, qu'en est-il de la personnalité, de la psychologie de Louis XI ? Il est vrai qu'il avait une hérédité assez lourde. N'oubliez pas quand même que son grand-père était le roi fou Charles VI. Ça pèse dans un arbre généalogique. Sa grand-mère, l'épouse de Charles VI, était la célèbre et tristement célèbre Isabeau de Bavière, celle par qui était advenu le honteux traité de Troyes en 1420. Le père même de Louis XI, Charles VII, était un personnage assez difficile, lui aussi malingre, vous savez, très déséquilibré, souffrant d'une agoraphobie permanente. On peut dire finalement que seule Marie d'Anjou, seule la mère de Louis XI, à laquelle il était resté du reste très attaché, apportait un peu de gaieté, un peu de fraîcheur dans ce tableau bien sombre, dans cette race fatigue
fatigué des Valois, dont Louis XI, qu'on le veuille ou non, était quand même. Franck met le roi Louis XI à l'honneur. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de l'histoire d'un personnage complexe, le roi Louis XI, Franck. Louis XI qui est né en juillet 1423 et qui est mort en août 1483. 60 années qui se situent donc bien fichées, bien au cœur du XVe siècle. Et si vous prenez l'année médiane, donc 1453, elle est très importante puisque c'est la libération de Bordeaux, c'est la fin de la guerre de 100 ans et le départ des Anglais définitivement de France. Et puis c'est aussi 1453, évidemment, date très importante pour l'histoire du monde, puisque c'est la chute de Constantinople avec la prise de Constantinople par les Turcs, des Turcs qui avaient commencé déjà leur mouvement d'expansion depuis longtemps et qui continueront bien après ça, puis ça ira jusqu'au siège de Vienne en 1683, mais en tout cas, c'est une époque où le monde est en train de basculer et de façon tout à fait symbolique, arbitraire bien entendu, 1453, c'est l'année que l'on choisit pour dater la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Donc vous voyez que Louis XI est à cette époque charnière entre toutes. Alors, je vais essayer de vous donner quelques traits de son caractère et nous allons voir dans un instant avec notre invité si ces traits de caractère sont justifiés. On dit qu'il était d'un abord très facile. Aucune hauteur chez ce personnage, aucune hauteur chez ce personnage, il frayait facilement avec tous ses sujets. Il y a même chez lui, on peut dire pour ce monarque de droit divin, une forme de désacralisation du pouvoir. C'est assez intéressant. C'est un roi nomade, vous verrez qu'il se déplace en permanence. C'est un bavard. On présente Louis XI souvent comme une sorte de personnage extrêmement secret, comme ça, très obscur. En vérité, c'est un bavard intéressable, qui est aussi gros mangeur, grand buveur. On dit qu'il arrivait à saouler un certain nombre des adversaires qu'il recevait à sa table, une table dont il a tellement abusé qu'il souffrait par ailleurs beaucoup de la goutte. Ces dernières années seront très obscurcies par la maladie et l'empêcheront de continuer à pratiquer ce qui sera toute sa vie son grand plaisir, c'est-à-dire la chasse. Louis XI chassait la bête rousse, c'est-à-dire le cerf, et la bête noire, c'est-à-dire le sanglier. C'est facile finalement, à l'époque, oui, pour chasser les bêtes noires, on allait chasser le sanglier. Cela dit, c'était pas une chasse facile. Le sanglier se chassait avec des épieux. C'était une chasse extrêmement dure et presque sauvage. Et puis, bien entendu, un personnage extrêmement religieux, très dévot jusqu'à la superstition. Il collectionnait les reliques. Il faisait énormément d'aumônes, d'offrandes pour toutes sortes de lieux saints. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que il récompensait les saints en fonction des bienfaits qu'ils lui procuraient. Et quand ils l'avaient déçu, alors là, du jour au lendemain, ils étaient abandonnés et renvoyés à leur misère et à leur obscurité. Il y a chez ce roi d'évidentes qualités morales. C'est quelqu'un qui, bien que capable de beaucoup de ruses, d'un certain louvoiement, aime une certaine franchise, une certaine droiture. Avec lui, dit Comines, il fallait charrier droit. Il ne tolère ni floquet ni rhéti. Alors, en vieux français, ça veut dire qu'il n'aime pas les embarras, les réticences, etc. Il aime les gens qui se donnent vraiment et qui restent fidèles. Du reste, on verra dans quel milieu il va chercher l'essentiel de ses conseillers. Des conseillers qu'il tient presque toujours à relative distance. Il y a chez Louis XI cette sagesse qui se manifeste chez tous les grands rois, finalement, une véritable méfiance dans les conseillers trop influents. Il n'aura jamais de Premier ministre, par exemple. C'est le sénéchal de Brézé qui disait, en parlant de Louis XI, le cheval du roi porte tout son conseil. Il était à lui tout seul l'État, à lui tout seul le pouvoir. C'est en tout cas ce qu'on disait de son vivant, c'est l'image qu'il a conservée. Cette image est-elle justifiée ? C'est ce que nous allons voir très bientôt. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au souverain Louis XI, Franck. Louis XI, dont Pierre Gaxotte donnait une sorte de définition en 3 parties. Il nous disait, Pierre Gaxotte que je cite souvent. Assez régulièrement. Il disait qu'il y avait chez cet homme du paysan berrichon, et ça c'est le côté terrien du roi, qu'il y avait évidemment un roi des marchands, et nous verrons à quel point Louis XI n'hésitait pas à déroger et à s'intéresser à des questions qui jusqu'alors n'avaient pas été vraiment considérées, notamment en France, comme le domaine de l'aristocratie, et encore moins de la royauté. Et puis c'est, et peut-être c'est avant tout, un politique qui parfois peut faire preuve de génie, mais qui souvent s'est aussi trompé. On va dire que c'est un
un génie à éclipse. Le personnage a été constamment tiraillé par le souvenir d'abord de ses rapports très conflictuels avec son père, le roi Charles VII. Il aimait son fils, le dauphin Charles, ça évidemment, ce qui l'a pas empêché de le cloîtrer à Amboise. Il aimait aussi sa fille aînée, Anne. Je parle pas de Jeanne, avec laquelle il avait moins d'atomes crochus, si je puis employer ce gros anachronisme. Il disait d'Anne, Anne de Beaujeu, celle qui assumera la régence pendant la minorité de Charles VIII, qu'elle était la moins folle femme de France, et, ajoutait Louis XI, car de sage, je n'en connais point. On ne peut pas dire qu'il ait été d'ailleurs un bon mari. Il a été assez odieux avec sa première femme, Marguerite d'Écosse, ombrageux avec la seconde, Charlotte de Savoie. C'était quelqu'un de difficile avec ses propres collaborateurs, qui étaient assez souvent des petites gens. Je vous ai dit qu'il exigeait d'eux une vraie et absolument indéfectible fidélité. C'est quelqu'un, je le crains, qui était assez inaccessible au pardon. Quel aura été finalement le bilan de Louis XI? Qu'est-ce que nous lui devons avec le recul? Et finalement, qu'est-ce que les sources, lorsqu'on y revient, nous apprennent qui vient modifier l'image que nous a laissée l'historiographie? Eh bien, c'est tout ce que nous allons voir avec Amable Sablon du Corail, qui vient de publier cette belle biographie dont nous parlons maintenant. Nous sommes pour le moment en compagnie d'Amable Sablon du Corail, qui est archiviste paléographe, qui œuvre au château de Vincennes, où j'ai moi-même sévi dans une autre vie, au service historique de la Défense, et qui nous sert donc ce très beau Louis XI ou le joueur inquiet. Pourquoi le joueur inquiet, Amable Sablon du Corail ? Eh bien parce que Louis XI était d'abord quelqu'un qui était fasciné par la politique, qui adorait ça. Il adorait ça, en même temps c'était quelqu'un de fondamentalement angoissé. Il y a donc chez lui cette espèce de balance assez difficile à établir entre d'un côté... l'excitation pour le jeu politique en fait. Voilà, c'est ça, ce goût de la politique conçu comme un jeu, et en même temps cette peur du risque. J'y vais pas assez souvent, avec même on peut dire vraiment des troubles, quasiment des troubles de la personnalité, en tout cas une grande angoisse. Une grande angoisse, oui, que décrit par exemple l'ambassadeur milanais Panigarola à la veille de la bataille de Montlhéry. Il est très angoissé, en même temps il se lance dans la bataille et quand même il réussit à faire en sorte de ne pas trop mal se tirer d'une bataille qui était très mal engagée. Et c'est important de parler justement de commencer par une bataille, parce que ce que vous nous montrez, c'est que nous avons affaire à un chef militaire bien plus qu'à un diplomate, contrairement à ce que l'image nous en donne. Absolument, sa formation, eh bien il l'a suivi dans une France en guerre, au pire moment de la guerre de 100 ans. Et de l'âge de 16 ans à l'âge de 22 ans, il est en permanence en campagne militaire, soit avec son père, soit seul. Alors certes, quand il est seul, il est tout de même flanqué de capitaines qui sont très expérimentés et qui le conseillent, mais enfin il sait ce que c'est que la guerre et il en connaît les risques. C'est pour ça qu'il évite la bataille rangée, mais ce n'est pas pour ça qu'il a peur de la confrontation. Il succède à son père en 1461, ça veut dire qu'il n'arrive pas tout jeune sur le trône, il est déjà un homme mûr. Oui, il arrive à l'âge de 38 ans sur le trône, ce qui est un âge extrêmement tardif. C'est peut-être le bon âge pour régner finalement, non ? Dans son cas, il avait beaucoup rongé son frein. Oui, voilà, oui. Lui voulait régner à partir de l'âge de 16 ans. Il trouvait que son père, avait une santé beaucoup trop flamboyante à son goût. Alors, nous avons parlé de ces batailles et de cette espèce de guerre permanente du règne de Louis XI. Ses principaux adversaires sont bien entendu d'abord, avant tout, l'Angleterre. C'est la fin de la guerre de 100 ans, il faut la conclure. Il ne la conclura qu'en 1475 avec le traité de Piquigny, mais on peut dire que le gros du travail a été accompli par Charles VII avant l'avènement de Louis XI. Oui, absolument. C'est-à-dire que les Anglais ont été chassés de quasiment tout le royaume. En 1461, ils ne tiennent plus que la ville de Calais, qu'ils garderont jusqu'en 1558. Cela dit, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la France n'est pas en paix avec l'Angleterre en 1461. Ce n'est qu'après qu'on a établi à 1453 la date de la fin de la guerre de 100 ans. Il n'y a jamais eu de paix signée avec l'Angleterre. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les rois d'Angleterre ont enlevé de leur blason les fleurs de lys. Quand nous pensons, nous, à l'ancienne France, nous avons toujours cette image du précaré à la Vauban. Il faut bien avoir à l'esprit que du temps de Louis XI, des portions très importantes du territoire royal sont encore étrangères, en quelque sorte. Il y a des États dans l'État, et notamment deux très gros morceaux qui serrent comme une tenaille le domaine de Louis XI. C'est à l'ouest la Bretagne, à l'est le Grand-Duché d'Occident, la Bourgogne.
Absolument, la Bretagne qui est entièrement en France et la Bourgogne qui est à cheval sur la France et le Saint-Empire romain germanique. Alors en effet, et la Bretagne et la Bourgogne sont de véritables États dans l'État, à la différence, il faut le souligner, des autres grands fiefs et des autres grandes seigneuries qui sont tout de même intégrées dans l'État royal. Partout en France, sauf en Bretagne et en Bourgogne, le roi de France est le seul à pouvoir lever des impôts. En revanche, la Bretagne et la Bourgogne ont des ressources fiscales propres, ont une administration propre. Alors, ce qui leur donne une importance tout à fait excessive par rapport aux autres fiefs. On a souvent tendance, quand on fait de l'histoire, à commettre ce péché de l'historien qu'est la téléologie. On a tendance à regarder ce qui s'est passé autrefois avec non seulement le regard d'aujourd'hui, mais tout ce que nous savons depuis. Et dans le cas de Louis XI, il est tentant évidemment de lui prêter une grande vision, un projet dynamique qu'il aurait accompli pendant le cours d'un règne très mono-axé. Il n'en est rien, c'est ce que vous nous montrez. Les débuts du règne ont été chaotiques, on va y revenir dans un instant, et la volonté de Louis XI est une chose bien difficile à discerner dans une époque qui reste encore quand même largement féodale. Est-ce que Louis XI est le fondateur de l'État moderne ou est-ce que la puissance de l'État français lui a permis de mener à bien un certain nombre de ses ambitions toutes personnelles? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Amable Sablon du Corail, qui est archiviste, paléographe et auteur de Louis XI ou Le joueur inquiet aux éditions Belin. Louis XI qui fait réagir les auditeurs. Oui, les auditeurs sont facétieux aujourd'hui. Mathieu nous fait observer qu'un chef d'État qui se méfie de ses ministres qui voyagent tout le temps et qui creusent des déficits phénoménaux, ça rappelle un certain nombre de nos chefs d'État modernes. Oui, d'accord. Et puis, c'est Frédéric qui nous dit, vous dites sage, moi je le trouve plutôt légèrement parano. Oui, sauf que lorsqu'on est roi de France, il faut quelque part être parano, probablement. Ça fait partie du métier, Amable Sablon du Corail. C'est ce que disait Philippe de Comines. On disait de Louis XI qu'il était peureux. Et effectivement, il avait souvent peur, mais ce n'était jamais sans raison. Alors il avait su s'entourer de tout un personnel, de tout un ensemble de conseillers qui le cherchaient assez bas, relativement bas dans la société. Alors vous posez la question dans votre ouvrage, vous dites Louis XI a-t-il accru la part des roturiers au conseil aux dépens des nobles comme on l'en fait souvent crédit? En apparence, oui. La proportion de roturiers progressa encore, passant de 37 à 47% sous son règne. Cependant, parmi les quelques 400 conseillers du roi recensés donc de 1400 pendant son règne, par un précédent biographe, près de la moitié d'entre eux n'ont laissé aucune trace de leur présence au Conseil. Seuls 33 y figurent régulièrement appelés et donc aussi influents qu'on pouvait l'être auprès d'un souverain ayant des vues aussi personnelles et arrêtées. C'est donc moins évident que ça n'en a l'air, cette démarche. Absolument, il s'entoure quand même principalement de nobles. La politique est un grand jeu, on l'a dit, mais c'est un grand jeu réservé aux nobles. Il y a donc des bourgeois, des roturiers, et même de plus en plus dans les organes de gouvernement. Cependant, ce sont d'abord des agents d'exécution. Ce sont des spécialistes des finances ou du droit. Ce ne sont en aucun cas des gens qui participent à la définition de la ligne de conduite politique du roi. Finalement, cette ligne de conduite, il la dessine lui-même. Il la dessine peu à peu. Vous établissez une distinction très nette entre une sorte de premier Louis XI et un second Louis XI. Il y a le roi bouillonnant et assez inhabile, assez malhabile des premiers temps du règne. Et puis ensuite, il y a le souverain plein de sagesse, mais qui est vraiment à la toute fin, qui lui s'inscrit dans les dernières années du règne. Oui, on peut dire qu'après la guerre du bien public, qui a failli lui faire perdre son trône... Il faut expliquer ce que c'est que cette Ligue du bien public. Qui sont ses adversaires ? Alors, ses adversaires, ce sont tous les gens qui se sont mis à dos après son avènement, c'est-à-dire, on peut dire, la quasi-totalité de l'élite politique du royaume. Aussi bien les gens qui avaient aidé Charles VII dans son œuvre de redressement de l'État royal, que les grands seigneurs ou les princes du sang. Comment est-ce qu'il se les met à dos ? Par son comportement, par des décisions fiscales ? Par son comportement essentiellement. Puisque au début de son règne, il se réconcilie avec les pires adversaires de Charles VII, qui étaient le duc d'Alençon et le comte d'Armagnac, et il se fâche avec ceux qui étaient les principaux soutiens de la politique de Charles VII, donc les légistes, comme on l'a dit, mais également les princes du sang, en particulier ceux des maisons d'Anjou, d'Orléans
et de Bourbon. Il ne faut pas présenter les princes comme étant par nature hostiles au pouvoir royal. Ce sont des gens qui se connaissent, qui sont tous plus ou moins apparentés, et donc entre lesquels il existe ou non des affinités personnelles. Le pouvoir royal qui, depuis 2 siècles déjà au moins, est en train de se constituer, de se renforcer, mais qui n'a pas encore atteint, évidemment, la plénitude qui sera la sienne sous les règnes de Louis XIII ou Louis XIV, évidemment. On est dans une construction de l'État royal à cette époque. Est-ce que, et ça fait partie des questions qu'on se pose, est-ce que Louis XI est le fondateur de notre État moderne? C'est en tout cas l'image qu'il a encore aujourd'hui dans le public. Ce serait assez exagéré de le dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'inscrit quand même dans une continuité et qu'après ces débuts chaotiques dont vous avez parlé, en effet, il renoue avec la politique de son père, qui est une politique d'affirmation progressive de l'État royal, mais qui n'est pas du tout une politique antiféodale, ni une politique d'éradication de la noblesse en France. On a tendance à voir dans Louis XI une sorte de précurseur de la politique du cardinal de Richelieu. C'est très excessif en l'occurrence. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. De même qu'il est excessif de voir en lui une sorte de Colbert avant la lettre, un mercantiliste et un protectionniste favorable aux industries entre guillemets françaises. Oui, encore plus, en effet. On a beaucoup monté en épingle certaines initiatives économiques, et il est vrai qu'il s'est intéressé à l'économie, mais enfin, en général, il s'agissait de projets de modeste envergure. On peut citer l'exemple de l'industrie de la soie qu'il est censé avoir fondée en France. En fait, il a simplement subventionné un atelier très modeste à Lyon qui employait 7 artisans et qu'il a ensuite fait transporter à Tours. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu en faire une sorte de modèle comme ça de la construction de l'État moderne ? Eh bien parce que je pense qu'en France, on a une vision un petit peu christique de l'homme providentiel qui vient sauver la France au pire moment. Et on aime également les souverains autoritaires qui ont un certain esprit de système. Voilà, c'est ce genre de personnage que les historiens du 19e et même du 20e siècle aiment mettre en avant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors j'ai sous les yeux la liste d'un certain nombre des maîtresses de Louis XI. J'ai fait Lise de Régnard, qui était femme d'un notaire, Catherine de Salémite, elle était la fille d'un marchand de Lyon, la Gigonne, Catherine de Vaucelles, Marguerite Sassenage, Huguette Jacquelin. Bref, il a quand même eu, et encore j'en passe, il a quand même eu un certain nombre de maîtresses. Aucune n'a laissé de nom, aucune n'est devenue figure historique. Amable Sablon du Corail. Oui, alors ça c'est assez normal pour l'époque. L'exception c'est plutôt Charles VII et Agnès Sorel, qui est la première maîtresse officielle d'un roi de France. Louis XI a avec les femmes des relations équilibrées, c'est-à-dire qu'il a quand même quelques bâtards. Sinon ça fait un petit peu suspect aux yeux des personnages de l'époque, et la continence de Charles le Téméraire, qui restait fidèle à ses 2 épouses, a été jugée excessive par les contemporains. C'était un homme assez raffiné qui aimait les oiseaux, qui adorait les chiens, notamment les beaux chiens. Qui adorait les animaux. Les hommes du Moyen-Âge étaient très proches de la nature. Et Louis XI avait vraiment la passion du collectionneur, aussi bien pour les animaux en général que pour les animaux de chasse en particulier. Et parmi eux, bien sûr, les chiens, d'abord et avant tout. Et parmi les chiens, l'aristocratie canine, qui étaient les lévriers. Les lévriers. Alors là, on en faisait grand cas, évidemment. Oui, et ils coûtaient très très cher, un petit peu comme aujourd'hui des chevaux de course. Ils coûtaient plusieurs milliers de livres. C'était des sommes très considérables. On voit Louis XI capable d'échanger un prisonnier d'État contre de très beaux chiens. Oui, un aristocrate autrichien qui était ami de Maximilien de Habsbourg, le gendre et héritier de Charles le Téméraire. Et pour lui, ça paraissait un marché tout à fait équitable que d'échanger un prisonnier contre de très beaux lévriers qui appartenaient à un noble bourguignon. Ce que vous montrez très bien dans cet ouvrage Louis XI ou le joueur inquiet, qui est publié chez Belin, ce que vous montrez, c'est que le personnage se situe constamment entre une grande tradition et une véritable innovation, en quelque sorte. À chaque fois qu'on voudrait voir en lui un souverain du Moyen-Âge, il se révèle incroyablement avant-gardiste. Et puis, lorsqu'on voudrait voir en lui une figure de la Renaissance, eh bien non, c'est l'homme médiéval qui perce sous cette figure-là. Oui, c'est un homme de son temps, qui est une époque charnière. Donc en effet, sa personnalité, sa politique oscille entre quelque chose de médiéval et quelque chose de plus moderne. Mais au fond, un personnage quand même plus brouillon, plus inquiet, comme vous le dites vous-même, que l'image qu'on s'en est faite avec le temps. Oui, c'était quelqu'un assez éloigné de l'image de l'universelle aragne, c'est-à-dire quelqu'un qui... L'araignée, hein, Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire quelqu'un qui tisse sa toile et qui attend patiemment que son adversaire s'y empêtre. Non, c'est quelqu'un d'assez impatient, et laissé à lui-même, il fait beaucoup d'erreurs, parce qu'il va beaucoup trop vite, trop loin.
il est finalement moins parfaitement maître de lui-même que le personnage que nous présente la fiction de France 3, Louis XI, le pouvoir fracassé, donc sur France 3. Et nous avons en ligne le scénariste de cette dramatique, comme on disait autrefois, Jacques Santamaria. Bonjour Jacques Santamaria. Oui, bonjour. Vous nous présentez un Louis XI parfaitement sûr de lui et qui tire toutes les ficelles, vous. Oui, mais je suis bien obligé de vous dire, de vous redire plus exactement que nous ne sommes pas dans la vérité historique. C'est une fiction. C'est une fiction historique, ce qui veut dire que nous présentons des personnages qui certes ont existé, mais enfin, ils n'ont pas forcément fait tout ce qu'on raconte. C'est ça, quand vous parlez de fiction, en l'occurrence, l'événement qui est le cœur même de l'intrigue, et j'ai été le premier surpris, parce que j'ai eu la chance de voir le film qui est extrêmement agréable à voir, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà un épisode de la vie de Louis XI qui m'a complètement échappé. Mais c'est pas qu'il m'a échappé, c'est que vous inventez là carrément un épisode qui vous paraît résumer en quelque sorte son attitude et la position qui était la sienne. Oui, c'est-à-dire que ce que nous racontons, c'est la dernière journée et la dernière soirée de Louis XI, jour où il va mourir, mais il va mourir de sa belle mort. Mais comme vous le savez, Louis XI a été un souverain qui a rassemblé quand même pas mal d'ennemis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pas mal d'adversaires autour de lui, et il a été la cible de plusieurs attentats manqués tout au long de son existence. Alors là, on a voulu prendre à titre d'exemple, on a imaginé un attentat, une tentative, en tout cas d'attentat suprême, ultime, pour mettre fin à ses jours et au cours de cette dernière journée. Voilà. Et on retrouve, il faut le dire, dans cette fiction tout le charme, par exemple, qu'on avait dans Les Rois Maudits, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du pouvoir et que les relations parfois complexes entre les principaux, entre les protagonistes, sont très bien tissées, sont tendues et passionnantes. Merci beaucoup, Jacques Santamaria. Et puis, nous parlions, nous, aujourd'hui, en compagnie d'Amable Sablon du Corail, d'un Louis XI qui n'est pas du tout un Louis XI de fiction, qui est le vrai Louis XI tel que vous auriez depuis longtemps aimé le connaître. Eh bien, quand vous aurez feuilleté cet ouvrage qui est très lourd, d'ailleurs physiquement c'est bizarre, votre livre pèse 2 kilos, Amable Sablon du Corail, c'est une question de papier probablement. En tout cas, il est très léger à lire, ça il faut le dire, il est même lumineux. C'est un livre que je recommande vraiment à nos auditeurs. Louis XI ou le joueur inquiet, c'est édité aux éditions Belin. Merci beaucoup.